Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Nous allons poursuivre notre thématique sur la conquête militaire de l'Afrique. Nous avions lancé cette thématique depuis quelques semaines et de temps en temps nous sommes interrompus par l'actualité pour essayer d'éclairer nos abonnés et tous ceux qui nous visionnent sur tout ce qui se passe autour de nous. Ce serait important. Mais quand nous revenons sur les questions de conquête militaire de l'Afrique, ce serait important. Ce serait important pour préparer le contexte et le socle sur lequel vont reporter les informations présentes et futures, parce qu'il est important de connaître. J'ai anticipé en allant un peu vers la fin et de parler de la guerre médicale, que l'Afrique est en train de mener à l'OMS et à travers l'OMS au reste du monde. Parce que nous sommes face à une situation, une pandémie, et que les Africains, leurs solutions sont boudées. Mais les Africains ont décidé de se prendre en main et de pouvoir apporter des solutions. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. Mais avant, est-ce qu'il était pareil? Non, il n'était pas question. Ce n'était pas pareil. Les autres phases de conquête militaire se sont passées tout naturellement, sans résistance. Et les Africains sont devenus même à la limite indolents. Comment, après la conquête arabe, les choses se sont passées? Si vous voulez connaître ce qui s'est passé après la conquête arabe, je vous prie de vous installer confortablement, de cliquer sur la cloche de notification, et après vous être abonné et surtout de partager cette vidéo pour qu'on sache ce qui s'est passé après la conquête arabe. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à Azania African et nous allons parler de la conquête militaire de l'Afrique et les phases successives, les séquences. La conquête arabe s'est achevée presque au XVe siècle, quand les Européens ont commencé à sortir de leur continent. Et les premiers à sortir de leur continent en Europe, puisqu'on va aller pays par pays, les premiers à sortir étaient les Portugais. Parce que les Portugais, après s'être détachés, le Portugal faisait partie intégrante, c'était de la péninsule ibérique comme on appelle, mais c'était une partie intégrante de l'Espagne. Et au XIIe siècle, elle a pu donc arracher son indépendance et se libérer du joug espagnol. Et à partir de ce moment, elle va essayer de se construire tout seul et s'orienter vers l'Atlantique. Puisqu'elle est largement ouverte vers l'Atlantique, elle va s'orienter vers l'Atlantique nécessairement pour essayer de conquérir ou d'asseoir son hégémonie sur les autres puissances. C'est alors que l'Atlantique va devenir être son champ d'exploration. Et ce qui va l'encourager, elle va découvrir la caravelle. La découverte de la caravelle va propulser la petite Portugal, le petit Portugal, au rang de grande nation européenne, parce qu'à travers la caravelle, elle va naviguer à travers les océans. Et on va annoncer déjà des explorateurs portugais, non pas seulement sur les côtes européennes de l'ouest, les côtes africaines de l'Europe de l'Est, les Açores, ils avaient déjà conquis, qu'ils ont intégrés dans leur territoire, mais ils vont également aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, où Barthélemy Diaz est annoncé là dès le début du XVe siècle. Dès le début du XVe siècle, il est déjà au Cap de Bonne-Espérance. Mais là, c'était en chemin vers l'Asie, sur la route des épices. Et il va alors aller côtoyer toutes les côtes de l'Asie du Sud-Est et ils vont côtoyer jusqu'au Japon. Ils ont pu avoir des colonies là-bas, mais ça c'est pour eux des points d'attache pour essayer d'entrer dans le continent. Et vous retenez qu'ils ont eu pour seule colonie qui a pu tenir un peu plus longtemps, jusqu'au XXe siècle,
le, le port de Macao, une ville-port de Macao qui est sur la côte chinoise et qu'ils ont rétrocédé à la Chine. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la conquête portugaise. Ben, avec la découverte de l'Amérique en 1492, ils vont signer avec le roi d'Espagne, ce qu'on appelle sous l'onction du pape, le traité de Tordesillas. Ce traité dit qu'il faut diviser, il se divise dans le monde. L'Espagne et le Portugal vont se diviser le monde. Et l'Espagne, sur le 100e parallèle, l'Espagne va occuper tout ce qui est à l'ouest du 100e parallèle et le Portugal va occuper tout ce qui est à l'est du 100e parallèle. Et cela passait donc par le Brésil. C'est pour ça qu'ils ont occupé toute cette côte du Brésil et qu'ils ont laissé tout ce qui se passait au 100e parallèle à l'Espagne. Et c'est ce qui explique l'Amérique latine. Au niveau de l'Afrique, les Portugais vont accentuer leur point de pénétration déjà au Portugal, en Angola, au Mozambique, au Sao Tomé et Principe, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Ben, ils vont tenter à partir du XVIIe siècle, ils vont tenter de pouvoir s'implanter durablement sur le continent africain puisque ce traité leur permet d'occuper le maximum d'espace sur le continent africain. Mais à partir du XVIIIe siècle déjà, les autres puissances se réveillent, notamment la France et surtout l'Angleterre. Donc, dans sa politique, elle voudrait joindre l'Angola au Mozambique. Vous allez voir sur la carte. Elle voulait joindre cette partie-là. Mais cette ambition s'est heurtée à la progression du Portugal, de l'Angleterre, qui avait des ambitions encore plus grandes sur le continent. Elle voudrait joindre le Cap au Caire. Donc, de l'Afrique du Sud, elle voudrait joindre l'Égypte, passant par là. Mais grâce à sa force militaire, elle n'a pas pu permettre au Portugal de pouvoir créer ce lien entre l'Angola et le Mozambique. Donc, ce passage a été obstrué. Mais ils ont quand même occupé ces deux colonies au niveau de l'Afrique australe où ils se sont beaucoup battus. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, après avoir occupé les îles, bon, qui n'étaient pas très intéressantes déjà pour les autres peuples, puisque en dehors de Madagascar, qui est une grande île, les autres ne sont que de très petites îles, de très petites superficies. Donc, en dehors des îles, ils vont occuper donc la Guinée-Bissau, ce qu'on appelle aujourd'hui la Guinée-Bissau, qui est leur seule colonie. Le Portugal va donc avoir en Afrique 5 colonies. L'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, ça c'est sur le continent, et va occuper des îles, le Sao Tomé au Principe qui est au fond du golfe de Guinée sur la côte du Gabon, et va également occuper le Cap-Vert qui est sur les côtes du Sénégal. Voilà les 5 colonies espagnoles, les 5 colonies portugaises en Afrique. Donc voilà où elle va établir sa puissance militaire. Ben, cette puissance militaire va durer très longtemps en Afrique, puisque c'est les colonies portugaises qui vont être les dernières à être indépendantes, à passer sous l'indépendance. C'est à partir de 1974, avec la révolution des œillets qu'il y a eu au Portugal, que ces colonies vont s'émanciper et accéder à l'indépendance. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'on appelle la révolution des œillets, vous pouvez taper sur Internet et voir. Donc ce sont des révolutions qui sont passées sans grande effusion de sang. Parce que même pour le cas du Brésil, qui est la seule colonie ou le seul pays lusophone de l'Amérique, le Brésil a acquis son indépendance sans faire la guerre, puisque c'est le fils du roi portugais qui est allé s'installer là-bas. Et pendant les guerres napoléoniennes, le roi a fui pour aller se réfugier. Et à son retour en Espagne, le fils a déclaré carrément que le Brésil devait être indépendant. Voilà comment l'indépendance s'est passée pour le cas du Brésil. Dans beaucoup de pays d'Afrique, cela s'est passé presque de la même façon. Ça veut dire que les révolutions
ont entraîné quelques escarmouches, mais qui n'ont pas perduré longtemps. Ce qui fait qu'on a laissé, ils ont acquis l'indépendance avec une classe politique très divisée. On avait d'un côté les métis, ce qu'on peut appeler les métis. Ça veut dire que ceux qui se sont mélangés très tôt avec la population. Et vous allez savoir que les Portugais sont ceux qui se sont le plus métissés avec les populations noires. Et ce qui c'est qu'ils ont laissé une classe de métis dans toutes leurs colonies. Il y a beaucoup de métis dans les pays lusophones au Portugal. Et c'est cette classe politique qui, cette classe de métis, qui après avoir acquis l'indépendance, va chercher à gouverner, quoi qu'il étant une minorité, que ce soit au Cap-Vert, que ce soit en Angola, également au Mozambique. Donc voilà à peu près comment est-ce que se fait l'occupation lusophone de l'Afrique. Et nous avons présenté ces pays lusophones en parlant aujourd'hui de la domination de la France dans les pays lusophones. Nous allons revenir, après avoir bouclé le cycle de cette puissance militaire, nous allons donc revenir sur le fait comment est-ce que la France domine même les pays lusophones dont elle n'a pas fait la colonie. Donc pour me résumer sur cette thématique, sur la conquête portugaise en Afrique, je vais vous rappeler que cela a commencé depuis le début du 15e siècle. Cela a commencé depuis le début du 15e siècle. Mais avec le traité de Tordesillas, ils ont senti l'importance d'accroître leur possession en Afrique. Et malheureusement, ces colonies vont être sous la domination portugaise jusqu'au milieu des années 70. Donc c'est grâce à la révolution des œillets que les colonies portugaises vont s'émanciper et accéder à l'indépendance. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir. Contrairement aux colonies françaises qui ont obtenu l'indépendance un peu plus tôt, quelques années un peu plus tôt, ainsi que les colonies anglaises sur lesquelles nous allons revenir. Donc voilà déjà les possessions portugaises en Afrique, la domination portugaise en Afrique qui va durer jusqu'en 1960, à partir de 1974-75. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, cliquez sur la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à la diffuser. Et revenez demain avec d'autres abonnés que vous avez encouragés et ainsi, nous pourrons construire une communauté plus grande. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et de me mettre un pouce si vous avez été d'accord et laissez-nous surtout un commentaire pour nous signaler de votre passage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard.